Nous sommes des êtres qui vivent en société, alors parler en public est une nécessité. Pourtant, 75% des gens avouent avoir des difficultés à s'exprimer en public. Grâce à la technologie, nous avons ouvert les portes sur le monde et nous pouvons désormais interagir avec une personne à l'autre bout de la planète juste avec un téléphone connecté au réseau téléphonique ou à Internet. Mieux encore, avec les réseaux sociaux, nous pouvons suivre l'actualité de certaines personnes. Mais est-ce que la technologie est une opportunité pour nous permettre de libérer la parole et affronter nos peurs de s'exprimer en public, ou bien est-ce la fin des interactions sociales ? Pour commencer, j'ai envie de vous parler des émoticônes. Souvenez-vous comment tout a commencé. D'abord, il y avait les dinosaures. Non, là on est allé un peu trop loin dans l'histoire. D'abord, il y avait les messages SMS avec un nombre de caractères limité par message. Cela nous obligeait à écrire en morse pour pouvoir réduire le nombre de caractères dans un message. Ensuite, les messages sont devenus de plus en plus longs et le nombre de caractères est devenu illimité. Et là, on a commencé à se poser des questions car on s'est rendu compte que l'orthographe et la grammaire se sont progressivement perdues, mais aussi la ponctuation était devenue un élément clé qu'on essayait d'analyser à chaque message. Vous avez sans doute dû entendre les blagues d'humoristes disant que un point à la fin d'un message signifie que la personne est fâchée ou énervée, ou alors le mot bise ou bisou ont vraiment une différence de sens selon le contexte. Et c'est Scott Fahlman, professeur à l'université de Carnegie aux États-Unis, qui a utilisé le premier émoticône sur le forum de l'université. Son idée a tellement plu qu'elle a été reprise par d'autres personnes qui ont ensuite progressivement créé les emojis que nous connaissons actuellement. Maintenant, utiliser des emojis est tellement répandu que si vous n'en utilisez pas, cela devient presque suspect et on en vient même à croire que vous êtes un serial killer. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que lorsqu'on communique avec une personne, il y a deux types de communication, le verbal et le non-verbal. 70% de la communication IRL est non-verbale. C'est-à-dire que, en plus des mots que vous utilisez, vous communiquez avec le ton de votre voix, avec la gestuelle, avec les expressions de votre visage, le regard. Tout ceci fait partie de la communication non-verbale. Ah, parce qu'en plus il faut parler. Moi, c'est votre voix que je veux entendre. Votre cri de douleur. Cela signifie qu'avec un message textuel, vous avez accès à uniquement 30% de la communication. Et vous êtes donc privé de 70% de la communication non verbale. C'est pour cette raison que l'interprétation d'un message textuel est vraiment très compliquée. En utilisant des emojis, on a l'impression que le message est beaucoup plus clair et cela rassure la personne qui reçoit le message. Par conséquent, les échanges via la technologie ne nous donnent accès qu'à une fraction de l'information. Et donc, est-ce que cela peut aider à la communication et à la prise de parole, ou bien est-ce que c'est un frein ? Et la réponse n'est pas si évidente. Tout d'abord, utiliser la technologie peut être rassurant parce que lorsqu'on envoie un message à quelqu'un, on ne voit pas directement sa réaction et la personne en face ne voit pas non plus notre propre réaction. Donc si vous êtes gêné ou avez de l'inconfort lorsque vous devez prendre la parole, alors à ce moment-là, ça peut être rassurant d'être caché derrière votre écran. Aussi, cela peut aider à prendre le temps de réfléchir avant de s'exprimer. Donc par exemple, pensez aux sites de rencontres. En effet, les sites de rencontres sont vraiment une opportunité pour les personnes les plus timides, car parler par message instantané est beaucoup moins stressant
que de le faire en direct, en face à face avec la personne. Ou encore lorsqu'on est en réunion au travail, c'est beaucoup plus facile d'avoir son écran devant soi pour s'exprimer parce que nous pouvons un petit peu tricher avec des notes ou alors le script de ce qu'on va dire en direct. Cela permettra de fluidifier la conversation. Un autre avantage, c'est que Internet nous permet d'avoir accès à énormément de ressources et de connaissances. Et si elles sont bien utilisées, il sera alors possible de parler de manière claire, cohérente, avec des exemples parlants et parfois marquants. Donc la technologie est clairement un outil très utile pour faciliter certains types d'échanges. Cependant, l'habitude de rester derrière son écran peut devenir bloquante, car en fait, cela va créer davantage d'inconfort le jour où nous allons devoir nous exprimer en public. Donc au final, il faut un équilibre entre le fait de parler par message texte ou par visio et à l'inverse, le fait de parler en direct avec plusieurs personnes face à soi. Le but en s'entraînant, en parlant en face à face avec d'autres personnes, c'est de pouvoir préserver notre capacité à interpréter les réactions et les émotions des personnes qui sont là pour écouter le message. Aussi, il faut savoir que les emojis sont des images très stéréotypées et qui exagèrent les émotions de la personne qui les envoie. Elle est bonne celle-là. Aussi, la technologie peut être trompeuse, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, si on suit l'actualité d'une personne en particulier, on peut arriver à croire que cette personne-là est tout le temps telle qu'elle se présente via le média. Et donc, le risque est que nous allons nous comparer aux autres, mais surtout, on va se comparer à une facette de la réalité. Par exemple, ce n'est pas parce que je publie des vidéos sur YouTube en parlant un petit peu de mon parcours, de ce que je fais, etc., que les personnes qui regardent toutes mes vidéos me connaissent moi en tant que personne. Ce que vous voyez n'est qu'une partie de moi-même et surtout, c'est uniquement la partie que je veux vous montrer. Et c'est la même chose pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. En effet, vous n'avez pas idée du nombre de prises de vue que j'ai dû faire pour tourner cette vidéo, ni du temps passé pour faire les recherches et trouver les informations intéressantes à vous transmettre. Et vous ne savez pas non plus ce que je vais faire une fois que je vais tout éteindre. Je pourrais tout à fait me mettre à faire la danse de la joie, tout comme je pourrais rester assis sur mon fauteuil à pleurer parce que j'ai passé une journée difficile. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais savoir. Oh yeah, ça y est, le tournage est fini. C'est trop cool. Mais il reste le montage là. Oh, mais non, j'y pensais plus moi. Oh, c'est pas vrai, jamais on va terminer quoi. Ça finit jamais, j'en peux plus moi. Sachez que sur les réseaux sociaux, les médias, la télévision, les informations, on vous montre principalement 4 choses. Premièrement, ce qui est marrant ou touchant et auquel on peut s'identifier facilement. On va donc vous montrer quelque chose qui va faire appel à vos émotions pour vous impliquer dans le programme que vous regardez. Pourquoi les émissions de télé-réalité fonctionnent-elles autant ? Simplement parce qu'on a coupé toutes les scènes ennuyantes et on vous montre uniquement ce qui est marrant, ce qui est touchant ou ce à quoi vous pouvez vous identifier. Deuxièmement, on vous montre ce qui est magnifique et ce peu importe le domaine. La joie, le bonheur, l'argent, la réussite, l'amour. Pourquoi est-ce qu'on vous montre ce qui est magnifique ? Parce que c'est beau, donc ça donne forcément envie et c'est glamour. Les héros de films sont toujours des beaux gosses ou des belles gosses. Il y a très peu de films dans lesquels ce sont des personnes plutôt banales, voire pas très jolies. Et tout cela s'explique parce que lorsque c'est beau, c'est attirant. J'en ferais bien mon 4 heures.
Quand on voit la réussite, on est envieux, on en devient curieux, on a envie de savoir comment la personne a fait et donc on va suivre le programme et on va continuer à regarder. Le but est de nous faire rêver, de réveiller des émotions qui nous sont agréables et qu'on a envie de ressentir. Tout cela simplement pour nous pousser à en savoir davantage. Troisièmement, on nous montre ce qui est horrible. Pourquoi? Parce que ça nous prend aux tripes et on finit par s'indigner de voir toutes ces horreurs dans notre monde. Encore une fois, on fait appel à des émotions fortes car cela nous marque au fer rouge et nous implique davantage dans le sujet. Quatrièmement, on nous montre ce qui pourrait arriver. On nous fait anticiper un résultat, une issue. Par exemple, on peut parler des élections présidentielles. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour le côté intriguant. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Qu'est-ce que vous avez envie de voir se réaliser? Qu'est-ce que votre voisin en pense? Allez, c'est parti, les jeux sont ouverts. T'en penses quoi, toi? C'est cet imbécile qui va être élu, on est d'accord? Ouais, c'est sûr. Franchement, moi je serais au pouvoir. J'en ferais tomber des têtes. L'anticipation nous donne envie d'en savoir davantage. Dans les 4 cas, les informations, les réseaux sociaux ou les autres formes de divertissement nous montrent uniquement ce qui va nous engager, ce qui va engager nos émotions, afin de nous donner envie d'en savoir plus. Et pourtant, la réalité peut être bien différente. Alors je vous parle de tout cela pour vous faire comprendre que nous nous comparons à l'incomparable. En effet, la plupart du temps, lorsque vous devez parler en public, c'est sans caméra, sans filtre, sans retravailler les scènes. C'est un échange réel, sans avoir préparé quoi que ce soit. Et pourtant, ce que vous voyez partout ailleurs, ce sont des discours révisés, travaillés à l'avance, avec un prompteur, un discours coupé au montage, un éclairage spécifique qui permet de mettre en valeur le visage de la personne. Bref, vous vous comparez à quelque chose qui a été travaillé pour vous séduire. Et c'est comme ça que la technologie peut créer de l'inconfort. Mais tout n'est pas perdu. En effet, il existe maintenant des logiciels qui vont vous permettre d'améliorer votre prise de parole en public. Ce sont des logiciels de réalité virtuelle comme par exemple Cicero ou Ovation qui vous permettent d'entrer dans une réalité virtuelle où vous allez vous retrouver face à d'autres personnes pour faire un discours. Donc vous allez devoir vous exprimer en public, mais le but c'est que ce logiciel va altérer la réaction des personnes qui sont en face de vous pour justement vous déstabiliser. C'est-à-dire que les personnes vont commencer à se disperser, elles ne vont pas écouter, elles vont peut-être avoir des réactions négatives par rapport à tout ce que vous allez raconter. Et le but de cela, c'est de vous apprendre à maîtriser l'inconfort que vous avez lorsque vous prenez la parole en public, en réel. Progressivement, on va même accentuer l'inconfort de manière artificielle en ajoutant des difficultés comme par exemple parler dans un environnement bruyant ou vous confronter à la peur du vide, toujours en réalité virtuelle, ce qui permet, à force de vous entraîner, de relativiser la peur de la prise de parole. Pour conclure, bien utiliser la technologie peut nous aider à prendre la parole plus facilement et à s'exprimer de manière plus claire et cohérente. Cependant, il ne faut pas en abuser et il faut savoir qu'il est très important de s'habituer à parler en direct face à d'autres personnes pour se confronter à la réalité et à s'habituer aux réactions des personnes que nous avons face à nous. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous invite à regarder celle-ci dans laquelle je vais vous parler de la loi de l'attraction et comment elle a fonctionné pour moi. À tout de suite. Si vous n'êtes toujours pas prêt à parler, sachez qu'il existe d'autres façons de vous forcer à le faire.